Bonjour tout le monde, bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui je fais l'essai de la voiture la plus sensationnelle de la gamme Lamborghini, c'est la Revuelto. Ce qu'il faut savoir avec la Revuelto, c'est que c'est une voiture qui est en fait la descendante d'une lignée de modèles vraiment iconiques. On peut penser par exemple à des modèles comme la Miura, la Countach, la Diablo, la Murcielago, plus récemment la Ventador. Et aujourd'hui, c'est la Revuelto qui prend la relève de cette voiture-là. La Revuelto, en fait, c'est une voiture qui change légèrement par rapport à d'habitude parce qu'elle pousse l'hybridation un petit peu plus loin. À la manière du Lamborghini Urus SE qui lui aussi devient hybride, mais toute la gamme en fait Lamborghini s'est électrifiée petit à petit et la Revuelto n'y fait pas exception. Cela dit, vous allez voir qu'il y a quand même une pièce de choix sous le capot. Sous le capot arrière de la Revuelto, il y a toujours un V12 qui est en place. On aurait pu craindre qu'avec l'électrification, le nombre de cylindres diminue. Fort heureusement, ce n'est pas le cas. Donc c'est toujours un V12, il est atmosphérique, il fait 6,5 litres de cylindrée, mais il est complètement différent de l'ancien. En fait, le moteur de la Ventador qui précédait la Revuelto ne pouvait pas se monter avec l'hybridation. Donc c'est une toute nouvelle version de ce V12 qui est sous le capot. Et autre fait intéressant, c'est qu'en fait le moteur a été vraiment collé à la cloison, alors que précédemment en fait le moteur était plus reculé dans la voiture et la boîte de vitesse pointait vers l'avant. Dorénavant, le moteur est collé à la cloison et il y a tout un bloc qui se trouve ici à l'arrière du moteur où il y a le moteur électrique, le différentiel et la boîte de vitesse. C'est une boîte de vitesse double embrayage à 8 rapports contre simple embrayage à 7 rapports dans la Ventador sortante. Et donc ce moteur à lui seul fait 814 chevaux et 535 livres-pieds de couple. Et quand on rajoute le moteur électrique qui se trouve à l'arrière du moteur, plus les deux moteurs électriques à l'avant, puisque la voiture est une 4 roues motrices, on arrive à 1001 chevaux. Donc à 1 cheval près, on passe la barre des 1000 chevaux, ce qui garantit à la voiture, selon Lamborghini, un 0-100 en 2,5 secondes et 350 km/h de vitesse maximale. Privilège réservé aux Lamborghini les plus haut de gamme, il y a évidemment sur la Revuelto les portes en élytre. Ça ajoute un cérémonial assez le fun quand on grimpe à bord et ça fait toujours son petit effet. Allez, venez avec moi, je vous montre. Comme vous pouvez le voir, c'est pas si compliqué de monter à bord de la Revuelto. Après, moi je suis pas très grand, je fais 5 et 9, 1m76, donc je suis pas non plus un géant. Mais c'est assez bien. Et puis on a aussi un espace plutôt adéquat. Sincèrement, pour ce type de voiture, on est plutôt à l'aise. Lamborghini annonce d'ailleurs 25% d'espace en plus quand on compare avec une Aventador. Ensuite, en ce qui concerne la qualité de finition, évidemment, chez Lamborghini, il y a toutes les possibilités qui sont offertes, que ce soit les couleurs, les textures, les matériaux. Là, dans le modèle qui nous concerne, évidemment, les matériaux sont magnifiques. Peu importe où se pose le regard, c'est vraiment très beau. Face au conducteur, l'instrumentation, elle est entièrement numérique, donc c'est paramétrable. On peut afficher un petit peu ce qu'on veut et ça change aussi en fonction des modes de conduite. Pour ce qui est du volant, il y a quelques commandes un peu différentes, notamment les essuie-glaces et les clignotants qui se trouvent ici devant, en fait. Un peu comme des boutons de radio d'habitude, parce que ça libère de l'espace pour les grosses palettes au volant derrière. Et il y a aussi 4 boutons ici, un pour actionner l'aileron arrière sur le côté droit, on en a un ici pour lever le nez de la voiture pour ne pas la râper quand on rentre dans un stationnement ou quand il y a un ralentisseur par exemple sur la route. Et on a ici le mode EV, donc on peut mettre le mode intégralement électrique ou alors on peut faire le mode Recharge et en fait on peut recharger la batterie grâce au moteur à essence ou alors on peut aussi avoir le mode Performance, ça c'est juste pour les modes de conduite les plus sportifs où en fait le moteur à essence et les moteurs électriques vont donner tout ce qu'ils ont pour maximiser la performance. Et ensuite, le dernier bouton, c'est le bouton rouge qui se trouve ici à gauche du volant. Et là, en fait, on peut sélectionner les différents modes de conduite. Notamment, donc, on a Città, qui veut dire ville en italien. On a ensuite le mode Strada, qui veut dire route. On a le mode Sport et le mode Corsa. Et le mode Corsa sans aucune aide à la conduite. Je ne vous cacherai pas qu'aujourd'hui, il pleut un peu et c'est gramouillé par terre. Je ne vais pas me risquer avec ce mode de conduite-là. Mais en tout cas, sachez que c'est possible d'en bénéficier. Ensuite, ici sur la console centrale, il y a aussi la mise à feu du moteur qui est un peu particulière avec le cache qu'on soulève ici et on appuie sur le bouton. Et ici, la commande soit manuelle, le stationnement et le reculant. Pour ce qui est de l'infodivertissement, il se trouve au centre. L'écran n'est pas très grand, il est vertical. Globalement, il fonctionne assez bien. Il y a quand même toutes les fonctions qui passent par ce système-là, donc ça impose de quitter la route des yeux quand même parfois. Cela dit, bon, au final, je pense notamment à la ventilation ou à la température, une fois qu'on a tout réglé, ça fonctionne quand même assez bien. Donc on n'a pas trop besoin d'y revenir. Quand on veut un réglage, généralement, la voiture s'y tient et le fait bien. Et ce qu'on peut faire aussi avec cet écran-là, en fait, c'est qu'on peut récupérer des icônes ici et les envoyer vers le conducteur ou vers le passager si on le souhaite. Ça tient un peu plus du gadget, mais en tout cas, sachez que ça existe. Et dernière affaire digne de mention à l'intérieur, c'est les sièges. En fait, les sièges, il y a des réglages ici, c'est des sièges confort qu'il y a dans cette voiture. Ces sièges-là, en fait, on peut aussi gonfler, par exemple, la partie qui se trouve ici pour avoir plus de fermeté ou au contraire, le dégonfler si on souhaite avoir un peu plus de latitude ou si on est un petit peu plus costaud, ça peut aussi servir.
Pour les premiers tours de roue, ce qui est assez frappant avec cette voiture, c'est que quand on démarre en mode électrique, comme là c'est le cas, je suis en mode Cheetah et en mode hybride, donc je suis dans les modes les plus sages pour ce qui est de la conduite. La voiture, en fait, elle est vraiment docile, elle est douce, elle est toute silencieuse. Ça tranche vraiment avec son design très agressif, et avec une Lamborghini d'habitude, c'est une voiture très expressive. Et en fait, ça permet aussi, malgré tout, de démarrer, par exemple, assez discrètement en ville ou tôt le matin, si on veut sortir de chez soi et pas réveiller tout le quartier. C'est plutôt intéressant. Les performances sont bonnes. On peut même rouler jusqu'à... Moi, j'ai roulé jusqu'à 118 régulateurs, puis ça ne posait pas de problème sur l'autoroute. Par contre, évidemment, on a moins de performance que quand le moteur à essence embarque, c'est plutôt logique. Et pour le faire en fait embarquer, il suffit de changer de mode de conduite. Et là, il embarque. Cela dit, même une fois qu'il a embarqué, il est relativement discret quand on est à vitesse stabilisée. Là, par exemple, je suis en 8e et je roule sur une route à 80 km/h. C'est plutôt discret. Le seul bruit, en fait, c'est le bruit de roulement. La voiture, elle est vraiment bruyante de ce point de vue-là parce qu'il y a des très gros pneus et que forcément, on ne peut pas faire de miracle. Je ne sais pas si ça s'entend à la caméra et au micro, mais en tout cas, c'est quand même un peu la cacophonie à bord. Là, en plus, la route sur laquelle je roule n'est pas très bien revêtue. En plus, il pleut. Donc ça fait aussi plus de bruit avec l'eau qui vient frapper la carrosserie. Et il y a aussi un peu de garnotte qui revient dans les ailes, ça aussi ça fait pas mal de bruit. Il y a aussi la visibilité évidemment qui n'est pas exceptionnelle, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Vers l'avant c'est pas si mal, sur les côtés évidemment c'est pas extraordinaire. Et à l'arrière en fait la petite lucarne c'est pas trop mal. Le souci c'est qu'en fait il y a l'aileron qui se soulève à plus haute vitesse et quand il se soulève forcément on voit plus rien. Donc ça c'est un peu dommage, mais malheureusement c'est un compromis à faire si on veut avoir un peu de style à bord de sa Lamborghini. Après, dynamiquement, c'est une voiture qui est très facile à prendre en main. C'est même surprenant, en fait, une voiture qui soit facile à ce point-là, pour une voiture aussi sportive. En vérité, on peut rouler ça au quotidien sans se poser la moindre question. Le seul vrai problème, c'est évidemment la bassesse de la voiture. Il faut faire attention à la garde au sol, notamment dans des stationnements ou dans des endroits où il y a des montées ou des descentes un petit peu abruptes. Heureusement, il y a le système pour lever la voiture, donc c'est pas un problème, mais il faut juste l'anticiper et y penser, sous peine de râper évidemment le soubassement de la voiture, ce qui est un peu dommage. Pour ce qui est du confort, on peut choisir entre deux types d'amortissements différents. Donc là, moi, j'ai un amortissement que je peux régler ici, soit souple, soit dur, et je peux le faire pour tous les modes de conduite. Ça, c'est vraiment intéressant aussi parce que ça permet de se faire une voiture un peu à la carte, et notamment sur les mauvaises routes québécoises, de se réserver un roulement un petit peu plus conciliant. Parce que c'est sûr que quand on met le mode Corsa et qu'on met la suspension la plus dure, c'est vraiment un morceau de bois pour les routes du Québec, là c'est pas possible. Par contre, quand on garde un amortissement un peu plus conciliant, la voiture est étonnamment efficace et plutôt confortable. Et ça je pense c'est intéressant de voir aussi, grâce à un amortissement vraiment plus évolué aujourd'hui, à quel point les voitures exotiques comme celle-ci sont capables d'avoir un comportement à la fois doux et docile dans certaines circonstances et complètement furieuses dans d'autres. C'est un peu des voitures à deux visages et je pense que c'est aussi ce qui participe à leur charme. D'ailleurs, je vous propose qu'on voit un peu justement ce que ça donne en mode Corsa, mode performance. Le fait que Lamborghini ait gardé un moteur atmosphérique, ça permet d'avoir un grondement tellement sourd, tellement puissant. Je veux dire, écoutez ça, c'est fou. Et là, pourtant, je suis à peine à 3000 tours. Allez, troisième. Ouais, c'est performant, c'est très très puissant. Le problème c'est que c'est puissant pendant 2 secondes parce qu'on est tellement vite, trop vite, qu'on va se retrouver avec un retrait de permis quasi immédiat. En fait, le principal défaut de cette voiture, c'est celui-là, c'est qu'en fait, à moins d'aller sur une piste et de vraiment se lâcher son fou et de se faire plaisir, on ne peut pas rouler cette voiture sur la route ouverte en exploitant ne serait-ce que 20 ou 30%. Parce que c'est tellement puissant, tellement performant, il y a tellement d'allonge moteur. Vous voyez là, je n'ai pas dépassé les 6-7 000 tours par minute et je peux pas parce que sinon je vais me retrouver à des vitesses complètement inavouables. Donc en fait, oui, cette voiture est sensationnelle, elle est extraordinaire à plus d'un titre, elle est à la fois docile, à la fois furieuse quand on le demande, mais d'un autre côté, c'est difficile d'y avoir accès sur la route ouverte. Donc si vous pouvez vous offrir une voiture comme ça, franchement, je vous dirais, allez flasher en ville, c'est cool, mais allez sur une piste. Allez vous amuser sur une piste parce que vous allez vraiment pouvoir la pousser au maximum et vous allez vraiment vous régaler à son volant. Et je pense que après autant d'heures d'ingénierie, après que les ingénieurs aient fait autant d'efforts pour la rendre aussi puissante, aussi performante, ce serait dommage en fait de juste aller boire un café en terrasse et de repartir comme on est venu.
Un dernier mot sur les tarifs pour conclure cette vidéo. Sachez que la Revuelto démarre à 699 000 $, prix de base, si on peut appeler ça un prix de base évidemment, et que notre modèle à nous, bardé d'options, il coûtait un peu plus de 870 000 $. Vous allez me dire c'est gigantesque comme tarif, et vous aurez raison si vous n'avez pas les moyens de vous l'offrir, mais généralement pour les acheteurs, c'est pas vraiment ça qui va les arrêter.